Bonjour à tous. Bienvenue pour cette session. Nous allons parler de la transformation des relations internationales, relations commerciales internationales sous l'égide de Donald Trump, bien sûr. Bonjour, vous ne vous êtes pas trompé de session. Nous parlons de l'agro-industrie. La sécurité alimentaire est-elle atteignable? Bienvenue à tous. Je suis Akiko Soa-Eisenman, économiste, membre du Cercle, et je vais introduire la session avant de laisser la parole à mes invités et animée par Gaël Flétour. Donc, l'alimentation occupe une place importante dans nos vies. La gastronomie française, inscrite au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, est un art de vivre, une pratique sociale, voire une philosophie. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », écrit Brillat-Savarin dans La physiologie du goût, dont le titre complet est « Méditation de gastronomie transcendantale ». Aujourd'hui, je vous invite à méditer sur la sécurité alimentaire. Selon le groupe d'experts des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale, le HLPE, que j'ai eu l'honneur de présider, la sécurité alimentaire est plus que l'éradication de la faim, car elle vise une nourriture sans substances nocives qui procure une bonne nutrition à tous, même pendant des crises et des conflits, tout en respectant les conditions sociales et environnementales pour préserver l'alimentation de demain. En effet, santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes sont liées. Au centre de cette approche dite « une seule santé » se trouve notre alimentation. Une alimentation utilisant moins de produits chimiques et dégageant moins de gaz à effet de serre est meilleure pour la planète et pour notre santé. On sait que les rendements agricoles sont impactés par le manque d'eau, la dégradation des sols et le réchauffement climatique. Notre production alimentaire est à l'origine d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre, notamment de méthane que dégagent les ruminants. Les antibiotiques utilisés dans l'élevage et l'aquaculture créent de la résistance, affaiblissant la capacité à nous soigner à l'avenir. Les maladies liées à l'alimentation sont devenues une cause majeure de décès en France, particulièrement en Outre-mer. Notre alimentation est déséquilibrée car elle est trop concentrée en céréales et pauvre en micronutriments que notre corps ne sait pas fabriquer, comme les oméga-3 des produits halieutiques, les vitamines A et C des fruits et légumes ou les acides aminés des légumineuses complémentaires de ceux des céréales. Comment répondre à ce problème de santé publique? Les préconisations de la science, traduites dans le plan nutrition santé, sont simples. Il faut diversifier les catégories d'aliments, c'est-à-dire ajouter aux céréales des légumineuses, des fruits à coque, des fruits et légumes, des huiles, des produits laitiers animaux, des œufs, du poisson, tout en restreignant le sucre et le sel ajoutés. Les consommateurs peuvent aussi se laisser guider par un label clair et prescriptif, le Nutri-Score, lui aussi établi par la science. Certes, le consommateur est celui qui décide en dernier ressort, mais nous choisissons parmi les options que nous propose le système alimentaire, guidé par la publicité, parmi ce que nous trouvons au supermarché, qui lui-même se fournit auprès des transformateurs. Aujourd'hui, dans cette session, nous allons regarder au-delà de l'agriculture et mettre en lumière le rôle clé de l'agro-industrie qui transforme les produits bruts de la pêche et de l'agriculture en boissons et en aliments pour les humains et les animaux. Ce secteur, en France, c'est surtout des micro-entreprises. Mais 22 entreprises sur les 20 000 du secteur font 40% du chiffre d'affaires. Donc voici la question que j'adresse à nos panélistes. Que peut faire l'agro-industrie pour améliorer la sécurité alimentaire dans ses dimensions de santé publique et de santé de la planète? Et à quel horizon? Merci. Merci Akiko d'avoir ouvert le débat et posé la problématique. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Gaël Flétour, je vais avoir le plaisir de modérer cette table ronde. Et pour débattre de ce sujet qui s'annonce riche et complexe, on a un très beau panel d'intervenants que je vais pouvoir vous présenter. Guillaume Lequin, vous êtes dirigeant Europe de Nestlé. Paul-Yves Lantohen, vous êtes directeur général du groupe Avril. Thierry Blandinière, vous êtes directeur général d'Invivo. Et Kako Nobukpo, vous êtes ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo. Et je vous propose de démarrer avec vous, Guillaume Lequinf. Vous êtes français et vous êtes le dirigeant Europe de Nestlé, le leader mondial de l'agroalimentaire.
Récemment, vous avez dû faire face à 2 alertes, une sur certaines de vos eaux en bouteille, l'autre, tout comme plusieurs acteurs du secteur, sur les laits infantiles. Comment l'expliquer ? Comment avez-vous géré ces alertes récentes et qu'avez-vous mis en place chez Nestlé ? Merci, bonjour à tous. Donc ravi de parler de ces 2 sujets, il fallait bien qu'on en parle. Et peut-être sur le sujet sécurité alimentaire, sécurité publique, faire un peu la différence entre ces 2 cas que vous mentionnez. Dans le cas de Waters, on est sur un problème réglementaire. Donc on n'est pas dans le registre du sanitaire et de l'alimentaire. Par contre, la dernière crise de l'industrie des laits infantiles de début d'année, on est à la fois sur du sanitaire et de l'alimentaire. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Du sanitaire parce qu'en fin d'année dernière, on a un problème qualité sur une substance dans les laits infantiles qu'on a identifié comme un problème. Ce problème était jusqu'alors inconnu, à tel point que ni les normes, ni les standards, ni les méthodologies de test étaient en place. Et donc, on a découvert ce problème à l'intérieur d'une usine et on a été un petit peu lanceur d'alerte. Alors évidemment, quand vous avez un problème comme ça inconnu qui survient, vous devez agir vite, mais aussi avec raison. Hein. Donc c'est d'abord identifier ce qui se passe et pourquoi, ensuite bloquer la production et rappeler ce qui doit être rappelé. Mais quand vous lancez un rappel, d'abord vous devez le faire de manière coordonnée avec les autorités sanitaires et puis surtout bien faire la distinction entre ce qui doit être rappelé et ce qui ne doit pas être rappelé. Pourquoi ? Parce que là vous créez un problème alimentaire. On a évidemment ce problème qui a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les parents, mais on a eu aussi beaucoup de parents qui nous appelaient en disant « Où est-ce que je trouve le lait pour mes enfants ?» Donc vous devez non seulement rappeler, mais très vite remplacer. Donc on a à gérer les 2. Évidemment, une fois que cette crise est passée, vous en tirez les enseignements, vous prenez les actions correctrices, vous ajoutez des contrôles qualité. Il y en avait déjà pas mal sur les laits infantiles. Chez nous, c'est 1200 contrôles pour une boîte de lait. Mais vous rajoutez parce que ce sont des problèmes nouveaux qui émergent et vous apprenez. Donc maintenant, tout ce qui est produits fermentés sont encore plus testés qu'avant. Et évidemment, essayer d'anticiper au maximum. Et vous, depuis votre arrivée à la tête de Nestlé Europe, vous avez, vous me disiez, fait aussi de la sûreté un enjeu très important. Ce que je dis toujours chez nous, c'est si vous voulez avoir le droit de gagner sur un marché, vous devez d'abord gagner le droit de jouer. Et le droit de jouer, c'est l'élément fondamental de la relation au client, qui est la confiance. Donc, si la confiance n'est pas là, si vous avez un sujet ou un doute sur la qualité et la sûreté sanitaire, vous ne pouvez pas discuter business. Donc, chez nous, il n'y a pas une réunion qui démarre où on s'autorise à parler business si on n'a pas d'abord parlé de qualité et de food safety. Merci pour ce premier retour d'expérience. Paul-Yves Lantoen, je me tourne vers vous. Vous êtes le directeur général d'Avril. Avril est né du monde agricole. C'est devenu un poids lourd industriel et financier de la filière des huiles et des protéines végétales. Et pour vous, le meilleur moyen de garder le contrôle sanitaire, c'est en soutenant l'industrialisation et la souveraineté. Alors pourquoi et surtout comment on s'y prend ? Alors, je voudrais rappeler quelques chiffres en démarrant, parce que ce que vous avez dit, Akiko, est très juste. Néanmoins, en une génération, je pense que la qualité de ce que nous mangeons en France a progressé plus que n'importe quel autre domaine. Le coût d'accès à la nourriture en une génération a baissé d'à peu près 50%, pendant que le coût du logement a augmenté de 50%, le coût des loisirs a augmenté de 350%, et surtout les sujets de sécurité alimentaire au sens bactériaux ont été divisés par 100 en une génération. C'est-à-dire que la probabilité que vous tombiez malade d'un point de vue bactériaux avec ce que vous mangez, elle est aujourd'hui quasi nulle. Alors forcément, quand ça arrive, tout le monde en parle. Après, nous avons d'autres sujets qui sont des sujets de comment est-ce que nous nous alimentons, qui sont des sujets d'une autre nature, probablement beaucoup plus sociologiques. Je pense qu'au-delà de ça, nous sommes peut-être en train de commettre une erreur stratégique, je le pense en tout cas, au niveau alimentaire dans les pays occidentaux, c'est-à-dire que nous voulons en permanence monter en gamme, au moment où nous avons une population qui se paupérise. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est assez factuel. Et du coup, on se retrouve à importer des produits qui sont beaucoup moins chers que les produits fabriqués dans les pays occidentaux, avec des qualités sanitaires qui sont assez discutables, on pourra en reparler, hein, des bilans carbone qui n'ont absolument rien à voir avec la norme qu'on nous fixe nous. Et je pense que nous avons un trompe-l'œil sur ces sujets de sécurité alimentaire. Les Français, nous, pays occidentaux en tout cas, mangeons bien. On n'a jamais aussi bien mangé.
On n'a jamais mangé aussi peu cher et on n'a jamais eu une population aussi bien nourrie au sens vraiment nutritionnel. Et vous me disiez, vous avez œuvré pour en fait maintenir sur le sol français une usine qui faisait face à la concurrence chinoise. Absolument. Alors nous sommes issus du monde agricole et nous en sommes très fiers et nous défendons bien sûr l'industrie agricole et agroalimentaire française parce qu'elle est qualitative. Nous sommes le dernier, nous avons repris il y a 2 ans, à la demande de l'État, le dernier fabricant d'acides aminés européen. Et nous avons en face de nous des concurrents chinois qui produisent à peu près 3 fois moins cher. Et nous devons faire face à des produits d'importation avec des certificats, je ne veux pas parler de certificats de complaisance, mais avec des certificats qui ne sont pas forcément ce qu'il y a dans le produit. Et cette concurrence, elle est à notre avis pas saine. D'abord, elle n'est pas saine pour nos consommateurs. Je pense que ce serait une erreur de le masquer, une erreur de ne pas le dire. Nous devons vraiment affirmer cela. Le coût aujourd'hui de soutenir ou de maintenir cette usine reviendrait, je n'ai jamais fait le calcul, mais je pense un demi-centime à la tranche de jambon ou de ce style. Et cet effort, cet extra effort que nous devons faire ensemble pour maintenir cette sécurité, il est assez crucial à un moment où toutes les frontières sautent. Merci aussi pour ce retour d'expérience. On va pouvoir passer la parole à Thierry Blandinière. Vous êtes le directeur général d'Invivo. Vous êtes un des grands groupes européens avec votre métier, votre 4 métiers, de l'agriculture, du négoce international, du retail et de l'agroalimentaire. Vous aussi, des rappels, vous en avez connus dans votre carrière, vous me racontiez, mais vous avez malgré tout le sentiment que l'on dispose d'une bonne traçabilité et d'une chaîne plutôt solide en France sur le plan de la sécurité alimentaire. J'aimerais bien que vous nous racontiez ça. Oui, bonjour à tous. Écoutez, Paul a tout dit, finalement, je ne peux que souscrire. Il a tout résumé, en fait. On vit depuis quelques années un système un peu médiatique d'agribashing qui porte tort à la valeur de notre filière agroalimentaire en France. S'il n'y a pas de journaliste dans la salle, je peux m'exprimer. Je dirais rien. Il y en a une. Mais c'est quand même un enjeu qui est aujourd'hui un vrai sujet pour nous parce qu'on voyage dans le monde entier. Donc on travaille avec des filières du monde entier. On parle d'Afrique, on est au Brésil, on est en Asie, on est en Chine. On voit bien quand même que les normes françaises sont encore même au-dessus des normes européennes, ce qui est aussi un sujet de compétitivité, mais ça c'est un enjeu qui est important à souligner, d'alignement quelque part des normes européennes. Ça c'est un enjeu pour la compétitivité de la ferme France et de l'agroalimentaire en France. Mais je voulais rappeler que ça fait très longtemps qu'on a une logique de filière en France, plus de 30 ans. Une filière, c'est quoi? C'est de définir ce qu'est la traçabilité. C'est-à-dire que quand vous mangez un produit, vous êtes maintenant capable de remonter la chaîne du lot jusque pratiquement maintenant au fermier qui a produit le produit ou l'autre fermier. Et ça, il n'y a que la France qui sait vraiment faire ça. Je le dis vraiment. Hein. Peut-être la Suisse un peu aussi, mais c'est plus petit. Hein, mais la France, à l'échelle, est capable de le faire. Et ça, c'est des investissements énormes. C'est beaucoup d'argent qui ont été mis sur la table pour la sécurité alimentaire par des grands groupes qui sont là et d'autres, avec vraiment une volonté de ne rien lâcher là-dessus depuis très longtemps, depuis plusieurs générations. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien que cet effort soit bien compris par l'assistance, que nous sommes déterminés tous à créer un produit sécure, safe, qu'on peut consommer en toute tranquillité. Il peut y avoir quelques accidents, mais tu l'as dit, Paul, c'est epsilon. Et quand il y a un accident, finalement, c'est toujours à déplorer, mais ça teste la force de cette chaîne. On est capable, sur les rappels de l'eau, il me semble, très rapidement d'identifier le problème en lien avec nos clients distributeurs et de remonter à la source et de traiter le sujet dans la journée. Donc de stopper le problème et après d'apporter des solutions. Donc ça veut dire qu'on a un système vertueux qui est vraiment, franchement, un champion du monde. Puisqu'on parle championnat de foot actuellement, on est champion du monde de la sécurité alimentaire. Voilà. Et ça, il faut le rappeler, je vous promets, il faut le rappeler. Et quand les consommateurs, on leur fait visiter des usines, l'agroalimentaire, des grosses usines, les salariés, les familles des salariés, ouvrez les portes de ces usines, montrez-leur le système de sécurité, ils en sortent vraiment
complètement, complètement en adhésion avec notre discours. Parce qu'en fait, il faut aller sur le terrain pour comprendre. Et sur le terrain, on peut faire la démonstration tous ensemble qu'on a un système vraiment sécurisé en France. Et vous me disiez qu'il y avait quand même un enjeu d'anticiper de nouveaux risques, on le sait, et on voit notamment le cadmium qui peut aussi perturber tout le monde. Forcément, c'est une question que beaucoup de consommateurs se posent. Et vous-même, vous y avez travaillé chez Invivo. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, alors le cadmium, de toute façon, aujourd'hui, il y a toujours une crise qui sort du chapeau. Donc, il faut qu'on soit préparé à comprendre rapidement la crise, analyser et la traiter. L'histoire du cadmium, ça nous est sorti comme ça parce que quelqu'un de l'ANSES a fait une conférence de presse et a déclaré quelque chose que tout le monde connaissait dans la profession et en exagérant un peu la situation. En fait, tout ça, c'est très normé. On parle des engrais quand on parle du cadmium, mais pas que. Le cadmium est partout. Bien sûr, on prend les engrais qui représentent epsilon du cadmium et on tire le fil en disant encore les engrais qui vont polluer la chaîne alimentaire. Alors, 2 réponses par rapport à ça. D'abord, est-ce que nous respectons la norme européenne ? Oui. Est-ce que nous allons plus vite que la norme ? Eh bien, oui, parce qu'on a des labels déjà qui valorisent encore mieux cette norme. Et est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin ? Eh bien, la réponse est oui, parce que nos fournisseurs marocains, il suffit qu'ils aient un traitement un peu plus adapté. Il suffit de leur dire, voilà, la norme a baissé, et ils vont le faire. Il suffit de leur dire. Et il n'y a pas d'enjeu économique sur ce dossier-là. Donc, du coup, on a beaucoup répondu, il me semble, à l'ensemble des médias. Et il me semble qu'on a bien répondu parce qu'on entend moins parler. Plus parler du tout, il me semble. Ah si ? Allez-y. Je ne pense pas que le sujet soit clos, mais... Un peu. Ouais, parce que les vacances, c'est ça. Non, mais sérieusement, plus sérieusement, c'est important de montrer qu'on est vigilant et qu'on est proactif. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui arrive, on est capable de le traiter, on ne subit pas la situation. Voilà. Après, les problèmes, il y en a tous les jours. Et toujours avec cette ligne directrice de défendre la sécurité alimentaire. Merci pour votre témoignage. Alors, on va passer de l'Europe à l'Afrique avec vous, Kako Nubukpo, et on est très heureux de vous avoir sur ce panel. Vous êtes économiste au CIRAD, ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo, comme je le disais, et ancien commissaire de l'agriculture à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comment décririez-vous les enjeux en Afrique où la sécurité alimentaire est malheureusement une problématique quantitative avant même d'être qualitative ? Oui, tout à fait. On a les 2 dimensions, la dimension quantitative et la dimension qualitative. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique arrive à nourrir par sa production propre les 2 tiers de sa population. La population africaine, c'est 1,3 milliard d'habitants. Donc, nous importons en gros le tiers de l'alimentation africaine. Ce qui est nouveau sur les 5 dernières années, c'est une addition de chocs, en fait, issue des crises que nous avons connues au plan mondial, donc la crise russo-ukrainienne et la crise actuelle dans le Golfe Persique. Voilà. Et ça crée 3 chocs qui s'additionnent pour l'Afrique. On a un choc sur le prix du pétrole, on a un choc sur le prix des engrais, et on a un choc sur le fret maritime, le coût du fret maritime. Donc, en gros, ça réduit nos marges de manœuvre budgétaires. Pour vous donner un exemple, au début de la guerre en Ukraine, la tonne de potasse est passée de $200 à $840, c'est-à-dire a été multipliée par 4. Aucun budget d'un État africain n'est capable de subventionner de telles évolutions de prix. Et donc là, il y a un enjeu en termes de sécurité alimentaire pour les pays africains. Pour l'Afrique de l'Ouest, les 15 pays ouest africains, on vient de faire les calculs. Là, on a besoin de $4 milliards pour gérer le gap lié à la crise dans le Golfe Persique. Voyez. Mais au-delà de la question quantitative, et là je rejoins mes collègues, il y a la question qualitative, qui est une question de santé publique. Et donc là également, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais commissaire à l'agriculture de l'UEMOA, le dossier qui m'a le plus préoccupé fut le dossier autour des faux médicaments vétérinaires.
En fait, c'est vraiment le dossier relatif à la pharmacovigilance. En Afrique de l'Ouest, nous avons énormément de faux médicaments vétérinaires. Or, quand vous inoculez au bétail de faux médicaments, vous les retrouvez dans votre plat au moment où vous allez consommer. Donc, le consommateur final, il ne se rend pas compte que ce qui se joue en amont dans les campagnes a un impact direct sur sa santé à lui. Et donc, toute la question de l'homologation des médicaments vétérinaires, la question de la pharmacovigilance, la question de la traçabilité, ce sont des questions qui sont fondamentales, même pour des populations très pauvres comme les populations africaines. Donc nous devons arbitrer de manière régulière entre l'accès quantitatif à la nourriture et puis quand même veiller à ce qu'il y ait une nourriture de bonne qualité. Pour des populations pauvres, ce n'est pas toujours évident. Et alors justement, j'avais envie que ce nouveau passage soit l'occasion on a posé le diagnostic, de parler des solutions pour le consommateur ou les remèdes possibles. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, participer ou observer d'intéressant? Oui, au niveau des solutions, la plus évidente, c'est ce que moi j'appelle l'intensification agroécologique des systèmes de production. C'est-à-dire qu'on voit bien que les engrais chimiques, avec les crises géopolitiques qui s'additionnent, ne vont peut-être pas être la solution pour l'Afrique. En tout cas, pas la seule solution. Et donc, quelque chose comme le fait d'associer les protéines végétales, comme les légumineuses, aux céréales, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. C'est-à-dire que quand vous avez 500 millions d'hectares de terres arables, ce qui est le cas en Afrique, et 1 milliard de jeunes qui cherchent du travail, l'agroécologie semble être une solution intéressante parce qu'elle est très intensive en travail. Mais ça ne suffira pas. Donc ça veut dire qu'à partir de cette structure productive, il faut développer de vraies filières agro-industrielles, et va se poser à ce niveau la question des coûts de l'énergie, des coûts de transport, la question de la qualité de la gouvernance, de sorte qu'on ait des filières structurées. Et deuxième type de solution que je trouverais intéressant, c'est vraiment l'idée de ce que j'appelle la solidarité rationnelle. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'Afrique émet 4% des gaz à effet de serre, mais représente 18% de la population mondiale. Et on voit bien qu'il y a cette tentation de surutiliser les ressources naturelles africaines pour rattraper le reste du monde. Or, si on va dans ce sens, la planète ne serait pas habitable. Okay. Et du coup, l'idée d'une coopération pour accompagner non seulement les producteurs africains, mais les industriels, les agro-industriels africains, ça me paraît quelque chose de très intéressant. Dans une logique, non pas de charité, mais dans une logique de co-investissement. Et on le voit sur certaines productions déjà. Par exemple, la noix de cajou, il y a beaucoup de choses qui se sont développées, qui se développent encore avec les Vietnamiens, parce que nous, on aimerait aussi promouvoir la coopération sud-sud et ce que nous appelons la coopération tripartite. Donc, avec le monde occidental, le monde émergent et l'Afrique. Merci pour cet éclairage qui donne beaucoup de pistes. Alors, on parle souvent des chocolats de Dubaï, des croustilles-poulets, des chips. Polive Lantohen, que faire face à ce paradoxe en Europe où l'acte de consommation ne correspond pas toujours à cette volonté de manger plus sainement? C'est une très bonne question. Je pense que nous avons un problème de perception sociologique. Je le pense vraiment. Vous savez, moi je reconnais que nous avons nous-mêmes commis des erreurs. Nous avons parié, par exemple, avril, il y a 5 ans, sur la croissance très forte de la protéine végétale dans la consommation humaine, et en fait, elle n'a pas décollé. Et lorsque vous regardez les chiffres, cela fait maintenant une quinzaine d'années que la consommation de protéines animales est stable en France. Elle ne bouge plus. C'est-à-dire qu'on consomme toujours autant de viande. Mais cette consommation de viande change. On mange de plus en plus de viande blanche et de moins en moins de viande rouge. Et le paradoxe, c'est que 50% de la viande blanche que nous mangeons est aujourd'hui importée en France. C'est-à-dire que
Cette production, elle a baissé parce qu'on nous a mis, à juste titre probablement, des normes de production assez drastiques, et nous importons assez massivement en France, et pas que les industriels, le monde alimentaire. Hein. Et je vais être un peu provoquant, je vous dirais qu'on importe probablement du carbone. L'agriculture française, elle représente à peu près exactement 20% de la production de gaz à effet de serre française. La production agricole française représente 0,5% de la production de gaz à effet de serre au niveau mondial. Pas parce qu'on est meilleur ou qu'on est plus malin, parce qu'on produit simplement dans un système de climat tempéré qui émet peu de gaz à effet de serre par rapport à de la production à des rizicultures, etc. Et plus nous importerons de produits venant je pense à l'Asie, je pense à l'Ukraine, et je ne vais pas rentrer dans le débat politique de savoir s'il fallait le faire ou pas le faire. Je suis simplement factuel. Lorsque nous importons de la volaille qui vient par exemple d'Ukraine, elle n'est absolument pas produite aux normes que nous avons l'habitude d'avoir. Bon, alors une fois qu'on s'est dit ça, je pense qu'il faut être pragmatique, il faut faire un peu de, je le redis, il faut faire un peu de sociologie. Nous, notre plus beau lancement commercial de l'année, dites-nous. Je devrais avoir honte de le dire, c'est une mayonnaise épicée. Alors c'est infâme d'un point de vue nutritionnel, mais oui, c'est probablement classé E, c'est ce que le consommateur veut. Est-ce qu'on doit refuser au consommateur ce qu'il veut acheter? Vous, consommateur, probablement pas. C'est ce que vous avez envie d'acheter. Vous avez envie de vous faire plaisir. Dont acte. Ceci dit, lorsque le citoyen achète, consomme, il doit être rationnel dans son acte de consommation et dans le jugement qu'il porte sur l'ensemble de la chaîne de valeur. À méditer. Et je sens que Akiko en tiendra compte dans sa conclusion. On voit justement, en parlant de bonne consommation alimentaire, on voit le Nutri-Score qui avait été quand même promu par de nombreuses marques, dont vous chez Nestlé, et qui est de plus en plus abandonné malheureusement par d'autres marques, et on le voit qui perd du terrain dans les rayons. Vous, Guillaume Lequin, vous continuez d'y croire, à la fois pour le consommateur, mais aussi pour vos propres améliorations en interne. Racontez-nous. Oui. Peut-être avant de parler du Nutri-Score, qui est la solution pour le conso, je voulais partager quelques chiffres avec vous pour parler de ce qui se passe au niveau des consommateurs et quelle est l'équation que nous devons tous résoudre. Donc quelques chiffres qui, moi, m'ont interpellé quand je suis arrivé dans ce job. 9 consommateurs européens sur 10 ont augmenté leur niveau d'attente et connecté la nourriture et la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus un débat, on veut manger sain. 1 sur 10 accède à cette attente. Donc il y a un disconnect entre les attentes et ce que les gens trouvent. Il y a 10 ans, on mangeait 3 fois par jour. Aujourd'hui, on mange 5 fois par jour. Donc il y a un besoin de praticité, d'immédiateté. Okay. Et puis évidemment, les clients, particulièrement les Français, n'ont aucune intention de faire des compromis sur le goût et le plaisir. D'accord ? Il y a aussi des choses que peut-être les consommateurs savent moins, mais qui les concernent aussi beaucoup. 70% des consommateurs européens présentent un déficit en fibres. Quasiment personne n'est au courant. Un nutritionniste me disait récemment, la moitié des adolescents présentent des carences en calcium. Un quart présente des carences en fer. Donc, l'équation est la suivante, il faut faire du bon, du plaisir, du nutritionnel, du pratique, et du pas cher. C'est pourtant simple. Est-ce que c'est simple ? Non. Non. Mais c'est une transformation profonde des modes de consommation. C'est une révolution au niveau du consommateur. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On doit reformuler tout ce qui est reformulable. Revoir toutes les recettes. Chez Nestlé, on a travaillé à peu près 1000 recettes depuis 2 ans pour enlever tout ce qu'on peut enlever, sans se compromettre sur le goût. Moins de sel, moins de gras. Les colorants artificiels, dehors, il n'y en a plus. Donc ça, on peut faire. Ensuite, pour reprendre votre point, offrir le choix. Bien sûr qu'il faut continuer à faire de la mayonnaise. Après, le choix est une option possible pour les consommateurs et je crois qu'on a le devoir de proposer des choix et des alternatives. Et puis dernièrement, innover. Des produits renforcés avec plus de bénéfices, renforcés en protéines, en fibres, tout ça, on sait faire. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Une fois qu'on a fait tout ça, arrive le Nutri-Score, parce qu'il faut aussi simplifier un sujet éminemment complexe et il faut donner des outils aux consommateurs qui disposent de plein de solutions mais qui est complètement perdu sur ces solutions pour lui ou elle.
Et donc le Nutri-Score, on y croit. Depuis 2019, on a embarqué dans ce labeling et on n'a pas l'intention de le lâcher parce que c'est une grille de lecture intéressante. Et donc quand on lance des nouveaux produits, on se force à ce qu'ils soient A ou B en Nutri-Score. Et pour référer à ce que vous disiez, en interne aujourd'hui, quand j'assiste à des réunions sur l'innovation, vous voyez des équipes qui se challengent sur le Nutri-Score. Une des premières questions, c'est alors ce produit, il est quoi? Il est C. Que peut-on faire pour l'amener à B? Donc c'est aussi une force en termes d'innovation et d'amélioration des recettes que je vois utiliser en interne et j'en suis ravi. Merci. Thierry Blandinière, alors vous préférez miser sur l'IGP qui, selon vous, coche aussi beaucoup de bonnes cases du producteur au consommateur. Pourquoi? Alors pas que, hein, les IGP, les AOP, ça remonte déjà à très longtemps. Tout ça pour renvoyer à l'histoire quand même, parce qu'il y avait plus de 30 ans que ça existe. L'INAO a été créé pour ça, apporter une traçabilité sur l'origine. C'est la première demande des consommateurs. D'où vient mon produit? D'où vient mon foie gras? D'où vient mon poulet, des Landes, du Gers, etc. Et tout ça, c'est une longue histoire et ça a été beaucoup de travail, donc qui a construit des filières à valeur ajoutée. On parlait de monter en gamme, il faut faire, bien sûr, il faut que ça reste très compétitif, mais une différenciation par l'origine, quelque part, ça peut être valorisé auprès du consommateur. Voilà. Attention, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart de prix à la fin. On parle de quelques centimes, mais ça peut être compris. Parce que je me rappelle déjà, il y a 20 ans, on faisait des QR codes sur les poulets pour tracer le flash QR code qui est envoyé à l'éleveur. Donc ça, c'est pas au nouveau. Alors Virginie, avec l'IA, tout ce qu'on va pouvoir faire maintenant. Donc ça veut dire que la philosophie de l'engagement sur la filière, la traçabilité, le rapport au lien au territoire et au terroir, ça fait très longtemps que les filières agroalimentaires françaises se sont construites là-dessus. Alors, comment l'enrichir maintenant? C'est la question. Il faut rajouter d'autres items, comme on dit. Donc, effectivement, il faut cocher plusieurs cases. Il y a la question du Nutri-Score. On pourrait parler aussi demain du Planet Score, de se dire comment cette filière pourrait être neutre en carbone et comment on peut démontrer que la stratégie filière fait partie de la solution pour lutter contre le réchauffement climatique et n'est pas le problème. Et globalement, l'agriculture. Et donc, c'est ça les défis de demain. C'est d'enrichir ces cahiers des charges et de rajouter, voilà, ça a été dit, cocher de nouvelles cases, essayer d'articuler voilà, tous ces paramètres avec le prix à la fin, qu'il ne faut pas négliger. Le prix, il faut rester compétitif. Il y a des fourchettes de prix, il y a des prix psychologiques et il faut travailler à partir du prix psychologique et les différentes marges, bien sûr, à construire et dans le cahier des charges, le remplir avec le plus de qualité possible. Et donc, moi, je crois vraiment que tout ça, ça permettra demain de contractualiser encore plus avec les agriculteurs, de sécuriser les revenus par les contrats. Mais c'est vrai aussi sur l'Afrique, c'est les mêmes sujets. C'est d'engager sur 5 ans un revenu indexé, garanti sur une qualité de produit à produire dans certaines conditions, rémunérer l'agriculteur en conséquence. Et plus on va additionner ces briques, plus on va tendre vers le monde idéal. Hein. Mais il nous faudra du temps. Mais il faut que l'ensemble de la filière, et nous le sommes tous, il me semble, alignés là-dessus, soit concernés par ça. Et à l'international, justement là-dessus, on parlait des différentes filières. Alors c'est les micro-filières, mais nous on est présents en Éthiopie, sur l'orge brassicole ou demain en Afrique du Sud. C'est exactement le même discours. C'est discuter avec les agriculteurs des hauts plateaux, leur apporter une filière à valeur ajoutée, qui est l'orge brassicole, une rémunération 100 fois supérieure à l'orge classique, garantir le prix, les engager sur le long terme, mettre une malterie, trouver un accord avec un brasseur et que la marque du brasseur soit une marque locale, potentiellement décarbonée demain. Voilà. Et on est engagé, le monde entier est engagé dans cette direction-là, mais la France, je pense qu'on a beaucoup de choses, en toute humilité, à exporter. C'est notre savoir-faire dans ces filières. Justement, alors là, on va pouvoir maintenant se poser la question de comment on finit cette transformation de l'industrie agroalimentaire pour répondre à tous les enjeux qui avaient été posés au départ par Akiko. Paul-Yves Lantoine, je commence par vous. Alors moi, je voudrais être optimiste. On est capable de faire de belles choses. Il y a, je pense que tout le monde à peu près à l'esprit dans cette salle, il y a une génération, il y a 30-40 ans, la France était ultra dépendante du soja américain, le fameux soja américain, pour nourrir nos animaux.
Chez nous, Avril, avec 20 ans, parce qu'on triture du colza, parce qu'on produit de la protéine française, parce que ça fait 20 ans qu'on travaille en R&D pour améliorer la qualité nutritionnelle des aliments pour animaux, aujourd'hui, les protéines produites en France sont supérieures aux protéines importées. Et ça, ce sont des choses dont on doit être très fier, parce que c'est de la sécurité, c'est pas simplement la sécurité en termes qualitatifs, c'est aussi une question simplement de sécurité et de protection de notre pays. Dans un moment où nous avons des chaînes de flux qui sont ultra challengées, on doit être capable, il était inimaginable de repenser à des conflits sur le sol européen il y a encore 5 ans. Il était imaginable d'avoir une pandémie qui allait bloquer une économie mondiale il y a encore 5 ans. Alors, la sécurité, c'est aussi ça. Penser comment est-ce qu'on nourrit nos compatriotes sur des produits issus du territoire, vraiment, et pas seulement de filières qualitatives. Bien sûr qu'il en faut, et c'est absolument nécessaire. Nous avons fourni la volaille du Bourbonnais qui a réuni les chefs d'État américains et français au château de Versailles il y a 2 semaines. Ça venait de chez nous, on en est fiers. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'alimentation qui permet à tout le monde de se nourrir de manière très qualitative et au juste prix en France. Et pour l'accès à l'alimentation, justement, on va aussi parler des engrais. Je me tourne vers vous, Thierry Blandinière, vous qui êtes dans le négoce international. Comment à la fois rendre les engrais plus verts et moins dépendants de la spéculation et puis des hausses des prix qu'on a pu voir ces dernières semaines avec la situation géopolitique? En fait, on découvre que quand on parle de souveraineté alimentaire, on est très dépendant des importations d'engrais. On l'a déjà découvert il y a 4 ans avec la guerre en Ukraine, où il y a déjà eu une flambée des cours des engrais, à 800 € à l'époque, vous l'avez dit, 800 € la tonne, qui était accompagnée aussi d'une flambée des cours des céréales, ce qui fait que pour l'agriculteur, en termes de revenus, c'était difficile à gérer, mais ça restait quand même possible. Là, c'est un peu différent, c'est que les engrais montent et effectivement, les cours des céréales restent stables, donc ça veut dire qu'il y a un énorme problème économique aujourd'hui pour le revenu du céréalier. Donc là, c'est un sujet. Mais pour revenir à la question de la souveraineté, la question c'est comment relocaliser et sous quelle forme la production d'engrais en Europe. Et comment maîtriser notamment une qualité d'engrais qui pourrait être des engrais dits décarbonés. Donc, quitte à investir demain dans des engrais, on ne va pas reproduire les vieux schémas, les schémas d'avant que vous retrouvez dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à se différencier en travaillant sur un cahier des charges d'engrais décarbonés. Donc, à base d'électricité, d'hydrogène, tout ce que vous voulez, mais plus de gaz, notamment plus de pétrole. Et donc c'est ça le projet. Alors, c'est une vision assez long terme, hein, mais en même temps, il faut penser long terme parce qu'il n'y a pas de solution comme ça sur le très court terme. C'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu d'investissement très important, mais c'est possible. C'est possible. C'est un enjeu aussi de prix et peut-être d'aide aussi, de compensation d'écart de prix entre les engrais dits verts et les engrais, alors pas à 500 €, mais quand le marché sera normal, il y a 150, 200 € la tonne d'écart. C'est une histoire de compétitivité derrière. Mais pour autant, on doit quand même s'engager dans ce schéma-là. Alors nous, on a un projet, on partage aussi avec Avril notamment et d'autres, qui est de travailler sur recréer une usine d'engrais à base d'énergie électrique dans le nord de la France, qui s'appelle Fertilgy. Alors ça fait depuis déjà 3 ans qu'on y travaille, hein, avec d'autres partenaires. Welcome, si Nestlé veut le dire. L'idée, c'est d'investir massivement sur une usine qui produirait 500 000 tonnes d'engrais. 500 000 tonnes d'engrais, on pourrait traiter 3-4 millions de tonnes de céréales sur le grand bassin nord. Donc on pourrait faire du bassin nord, potentiellement, à long terme, horizon 2032, 2035, 2040, le premier bassin céréalier complètement décarboné. Et ça, c'est très important. Et 3-4 millions de tonnes, aujourd'hui, c'est le volume suffisant pour éventuellement faire une cotation sur Euronext en tant que commodité d'un engrais décarboné avec un premium sur le prix qui reste encore à définir et qui enverrait un signal très fort au marché. Et j'avais vu Boujna, le président d'Euronext, il attend ça parce que Euronext aimerait être un des premiers à pouvoir traiter une commodité verte. Donc en fait, on voit que c'est pas loin, 5 ans, 10 ans. Si on arrive à fonctionner comme ça, si l'ensemble des acteurs se mobilisent, c'est possible. Il y a plein de questions économiques derrière tout ça. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui.
Forcément, ce n'est pas aussi simple. Mais s'il y a la volonté, comme on dit souvent, quand il y a la volonté, il y a un chemin. Et là, on a un chemin pour peut-être cocher toutes les cases, relocaliser une production qui a été externalisée, principe de souveraineté, et le faire dans une dimension d'agriculture durable, en lien avec nos filières qui doivent être décarbonées à horizon 2040. Donc voilà, il faut démarrer, il faut bien démarrer, toujours pareil, il faut démarrer de zéro. Je vous propose de démarrer ensemble, aujourd'hui. Et on sera content de refaire déjà un point dans un an avec vous sur ce projet. Pour vous, Guillaume Lequinf, le chemin, c'est l'agriculture régénératrice, vous me disiez, qui vous semble essentielle pour être en amont de l'agroalimentaire. Expliquez-nous. Oui, ça part d'une conviction assez forte chez nous qu'il existe un lien évident entre la santé, la vie des sols, la santé, la nutrition et le goût. Pour nous, c'est... et donc, à ce titre... Et en plus, le sol est un formidable puits à carbone. Donc, quand vous additionnez tout ça, je pense que le sol et la gestion des sols regorgent de solutions. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on transitionne. Et ce serait beaucoup trop facile de dire, au monde agricole, s'il vous plaît, transitionnez. Ça ne serait pas responsable, ça ne serait pas sérieux. Pourquoi ? Parce que, d'abord, y a-t-il un gain économique ? Y a-t-il un business case pour un agriculteur pour transitionner ? Je pense que oui, mais il est associé à un coût et à un risque. Et là, on doit être présent et le faire avec le monde agricole. Trop facile. Le coût, c'est apporter des financements ou des cofinancements. Et surtout, dérisquer le fermier. Parce que la transition de quelques années présente quelques risques. Et donc, il faut arriver avec des solutions financières, comme j'ai dit, des solutions techniques, et puis surtout s'engager auprès des agriculteurs. S'engager dans la durée. Le monde agricole, une transition, c'est long. Donc, si vous ne vous engagez pas avec eux, avec des contrats à 5 et plus d'années, ce sera compliqué pour eux de transitionner. Mais il y a tellement de solutions qui sont portées par cette transition. Je crois que c'est la responsabilité des transformateurs et des clients finaux de s'engager avec le monde agricole dans cette transition. Et pour le client final, quel est le... Ah, vous avez envie de réagir, Thierry Landinière, allez-y. Non, mais franchement, on est complètement alignés. Je suis content, mais je savais déjà, je connaissais la stratégie de Nestlé sur l'agriculture régénératrice, mais on doit s'allier. Rien que les 3 entreprises, les 3 qui sont là, on est capable de changer à l'échelle déjà une filière ou 2 filières. Si on s'engage dans des contrats, 5 ans, dans nos différentes spécialités. Et en fait, il faut juste se mettre autour de la table et le faire. Et il faut le faire de manière collaboratrice, parce qu'un des éléments, c'est la rotation des cultures. Donc, il faut aussi plusieurs acteurs pour s'engager ensemble avec les agriculteurs. Mais à 5 ans, donc c'est votre objectif 2030 presque. Bien sûr, mais c'est pas nouveau. Non, aujourd'hui, on a commencé déjà. En France, 40% des ingrédients qui sont achetés, transformés en France, viennent de l'agriculture régénératrice. Demain, ce sera 50%, en Allemagne, c'est 60%. Mais si on amène le consommateur final dans cette équation et qu'on explique ce lien entre la santé des sols et la santé humaine, le standard devient immédiatement 100%. Donc c'est fondamental qu'on s'y mette tous avec le monde agricole. Bon, je crois qu'un contrat est en train de se passer. Vous me donnerez l'exclusivité, bien sûr. Kako Nubukpo, vous défendez, l'agroécologie, vous nous en avez parlé, mais dans un défi quand même de mondialisation. Et quand on a préparé aussi cette table ronde, vous me disiez, c'est pas simple. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 2 dimensions qui me paraissent importantes. Il y a une dimension de santé publique, donc dans la relation alimentation-santé. Il faut savoir que à l'heure actuelle, ce que font la plupart des pouvoirs publics africains, c'est développer les cantines scolaires gratuites pour que les enfants puissent accéder au moins une fois par jour à une nourriture saine. Ce qui n'est pas toujours le cas vu les situations d'extrême pauvreté que nous connaissons. Il faut savoir aussi que des maladies émergentes naissent du processus d'urbanisation. Vous savez, l'Afrique est le seul continent qui voit augmenter à la fois sa population rurale et sa population urbaine. C'est le seul continent au monde qui a cette caractéristique. Et du coup, on a des maladies émergentes comme le diabète qui deviennent des maladies importantes
même pour les pays en développement. Et moi, je suis membre de l'Académie d'agriculture de France. On a été sollicité il y a quelques mois par l'Académie de médecine de France pour qu'ensemble, les deux académies puissent se saisir de ce sujet du diabète dans les villes africaines. Et puis, il y a un aspect que moi j'appelle le multilatéralisme équitable, qui nous renvoie à notre discussion. C'est que l'Afrique, aujourd'hui, est la variable d'ajustement de tous les surplus agricoles mondiaux. Voilà. Et ça ne peut pas continuer pour la stabilité même de la planète. Comme exemple que je pourrais donner, quand un producteur de riz américain travaille pendant 1 heure et qu'un producteur de riz sénégalais travaille pendant 1 heure, le producteur de riz américain produit 400 fois plus que le producteur de riz sénégalais. Mais il n'a pas 400 fois plus de coûts de production. Il a des économies d'échelle croissantes. Ce qui fait que si vous les laissez sur le même marché, le producteur de riz sénégalais disparaît. Du coup, il y a une discussion que nous devons avoir avec nos amis du Nord sur une mondialisation équitable. Donc la discussion sur la protection, la discussion sur la remontée dans les chaînes de valeur, de sorte que la captation de la valeur ne se fasse pas au détriment des paysans du Sud. Donc je crois que nous devons tenir les deux bouts, la question de la sécurité sanitaire des aliments, la question de la lutte contre la pauvreté, la question de la lutte contre la faim. Et ça, je rappelle que je parle, ce faisant, des 3 premiers objectifs du développement durable, parce que l'ODD 1, c'est la lutte contre la pauvreté, l'ODD 2, c'est faim zéro, et l'ODD 3, c'est la promotion de la santé. Et donc, si nous voulons continuer à vivre de manière harmonieuse dans cette mondialisation, nous devons absolument faire en sorte que les surplus du Nord ne viennent pas se déverser sur le Sud, mais que dans le cadre de cette solidarité rationnelle que j'appelle de mes voeux, nous puissions construire ensemble des filières qui puissent permettre aux milliards de jeunes Africains d'accéder au marché de l'emploi. Merci. Je sens que Thierry Blandinière a envie de répondre. Et je sens que vous avez du public qui vous soutient. Non, mais je vais juste peut-être répondre sur les filières et l'organisation en Afrique de l'agriculture. Il y a un enjeu, pour moi, que les agriculteurs s'organisent pour s'emparer du métier de la première transformation pour capter une partie de la valeur ajoutée. De ne pas rester, je prends la filière cacao, comme des sacs à dos qui livrent à les négoces. Et moi, je pense que les grands groupes de l'agro ou l'agribusiness devraient se mobiliser pour externaliser la première transformation et que vous soyez actionnaire de cette transformation et que vous la pilotiez. Et du coup, vous serez engagé économiquement. Ça va vous aider à structurer vos filières sur l'ensemble des pays africains. Et du coup, vous aurez une valeur ajoutée qui est la première marge, la première transformation. Et ça, je pense que c'est essentiel, mais ça nécessite des politiques publiques, ça dépend des pays, vertueuses. Mais tant qu'on n'aura pas ça, ça va être extrêmement difficile de pouvoir avancer dans les pays africains. Mais nous, on est prêts à contribuer à ce type d'organisation. Que ce soit des coopératives ou que ce soit des groupements de producteurs, c'est des organisations où, quelque part, vous prenez la première transformation. Donc, il y a un investissement, il y a une aide qui pourrait être apportée pour financer l'outil de première transformation. Et à vous de le gérer, à vous de l'organiser. Voilà, c'est mon avis. Merci pour votre réaction. Alors, on a 3 minutes pour prendre des questions et puis après, on passera déjà à la conclusion. Alors, on va vous distribuer des micros à vous. Bonjour. Bon, déjà, pour le cadmium, on est le pays, la France, le plus impacté en Europe par le cadmium. Donc, ce n'est pas 20, c'est 80. Je voudrais alerter sur les incinérateurs, et c'est une question en même temps. Libération a fait 3 pages. Le Monde a relayé avec un autre article récemment. Mais le Libé, ça date de 15 jours, 3 semaines. Personne ne sait, j'ai interrogé plein de personnes ici, ce qu'est un incinérateur. Ça brûle les déchets, ça brûle le bois. C'est générateur de toxines, c'est générateur de particules ultra fines que les filtres, c'est pas vrai, n'arrivent pas à filtrer.
c'est subventionné par l'argent public. Il y en a déjà plein de construits, il y en a en construction, et il y a des projets de construction. Il y en a donc qui sont déjà faits, d'autres qui sont en construction et d'autres qui sont en projet de construction. C'est subventionné par l'argent public. Ça va être disséminé sur tout le territoire. Alors, excusez-moi, quelle est votre question? Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Quelle est votre question, madame? Oui, de votre défi écologique. Est-ce que on sort un peu de vos champs de compétences, messieurs? Ah non, ça pollue les terres, la terre. J'entends, mais là on parle vous parlez de l'incinération, on parle pour le coup de la transformation. Madame, on parle de la terre. Est-ce que vous souhaitiez répondre, monsieur Blandinière, ou on passe à la question suivante? Moi, non, mais je fais une réponse. Excusez-moi, on essaye de prendre conscience de tout ce que vous dites. Hein. Donc je vais pas dire qu'il n'y a pas un sujet. D'accord, c'est important. Par contre, nous, on essaye de trouver des solutions à chaque fois. Un problème, une solution. Donc, à notre échelle, mais c'est vrai que les acteurs industriels, on a notre mot à dire. Il n'y a pas que les politiques publiques. Donc, nous, on n'est pas dans la politique, hein. On est acteurs industriels. Donc, mais on a une responsabilité face aux consommateurs, face aux citoyens. Donc, nous, en tout cas, on essaye d'écouter l'ensemble de ces remarques, d'influencer les politiques publiques s'il faut aller dans ce sens-là. Si c'est un vrai sujet, je ne connais pas très bien le sujet que vous évoquez, mais si c'est un vrai sujet, il faut qu'on s'en empare. Hein, et que nous, on essaye de dire, voilà, il faut peut-être faire évoluer les cahiers des charges et les organisations. Je peux juste dire ça, hein, mais je ne sais pas exactement quel est l'enjeu. Madame. Merci. Alors, on va prendre... Il y avait plusieurs mains qui se levaient, on va pouvoir en prendre qu'une seule avant la conclusion. Je suis désolée. Oui, merci. Juste un petit mot, messieurs, pour tempérer un petit peu votre optimisme. Vous dites qu'il y a des contrôles en France, vous dites que la nourriture, c'est safe, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je fais partie d'une association, je suis médecin, et on s'intéresse à l'environnement et à la santé. Il se trouve que les produits qu'on retrouve dans l'agriculture non biologique, ils ont un effet qui se potentialise les uns les autres. Ces études-là n'ont jamais été faites. Alors même si on a des traces de tels produits, s'il y a un deuxième produit qui est aussi au niveau des traces et un troisième produit, c'est l'effet cocktail, il n'est pas du tout étudié. Donc vous ne pouvez pas dire que notre assiette est complètement salubre. Non, ça on ne peut pas dire. C'était le premier point. Le deuxième point, j'ai cru comprendre, on ne sait pas trop qui vous êtes, mais que vous êtes les tenants de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire, c'est bien ça. Alors là, c'est le problème des aliments transformés. Ces aliments transformés, c'est tout simplement une catastrophe. Vous êtes en train d'inonder les supermarchés des produits sous cellophane, mais c'est catastrophique. Il faut que vous posiez aussi des questions. Je sais que vous faites votre job, vous avez l'air de bien le faire. Mais au niveau d'une nation, moi j'incite les gens ici à ne surtout pas acheter les aliments produits dans ces usines. Pourquoi ? Parce que c'est trop salé, c'est trop sucré, c'est trop gras. Et en plus, ça génère des infarctus, je peux vous le dire. Moi j'ai fait des études de 10 ans là-dessus. Donc pas d'aliments transformés, allez acheter les aliments à l'épicier du coin, n'achetez pas ces produits, d'ailleurs je suis sûr que vous ne les consommez pas. Alors, pareil. Certains. Je vais voilà. vous laisser. Non mais c'est un plaidoyer, mais pas une question, c'est un plaidoyer. Après, juste un mot sur la mayonnaise. Alors, monsieur, non, monsieur, pas de mayonnaise. Le temps est écoulé. J'arrêterai là. On va faire répondre l'un de vous. Juste pour saluer. Vous savez, monsieur, qu'il y a une association de l'œuf mayonnaise français dont on doit être très fier parce que c'est culturel et nous devrions la défendre. Et ça va déjà être l'heure de la conclusion de Akiko, du coup. Merci beaucoup. Donc on voit que l'alimentation, l'agro-industrie, c'est vraiment un sujet qui valait le coup d'être traité aujourd'hui. Alors juste deux points. Gaspillage, gestion des déchets, ça fait partie de la sécurité alimentaire. Et ça fait partie de la durabilité des aliments. Donc les incinérateurs, si on incinère la consommation des aliments, ça fait partie de la sécurité alimentaire. Le gaspillage, c'est-à-dire des emballages trop grands
trop gros et dont on jette la moitié ou on jette 20% en moyenne, ça aussi, ça fait partie de la sécurité alimentaire. Donc on a complètement raison de poser cette question. Sur les produits transformés, alors là, il y a aussi une définition des produits transformés. Moi, je vous laisse juste... Donc mes collègues chercheurs, ils réfléchissent vraiment beaucoup à ce que ça veut dire, ces types de transformations dangereuses. L'effet cocktail, ça existe en médicaments, ça existe aussi en nutrition, et il y a des chercheurs qui travaillent dessus. Je voudrais juste vous laisser sur cette petite statistique. C'est la purée de carottes. Elle a 7 fois plus de bêta-carotène que les carottes crues. Donc la transformation, c'est quand même de temps en temps pas mal pour les micronutriments. Merci Akiko, merci à tous. Et j'en profite pour vous dire de la part de Monsieur Blandinière qu'il dédicace son livre juste à côté au stand de la FNAC. Je vous invite, monsieur, on pourra discuter, voilà. Merci à tous et à toutes pour votre participation.